Depuis le début de la vie sur Terre, il y a approximativement 3,7 milliards d'années, nos ancêtres connurent tout un tas de cataclysmes divers et variés. On peut noter plusieurs impacts météoritiques, diverses éruptions solaires et volcaniques, des séismes, de gigantesques feux, des sécheresses, etc., etc. La plupart de ces événements ne causèrent qu'assez peu de dégâts sur la biosphère, mais parfois, leur ampleur est telle qu'elles causèrent une extinction de masse, soit une perte rapide et globale de biodiversité. À l'heure actuelle, les paléontologues ont recensé 31 de ces événements à travers l'histoire de la vie, mais il est probable que nous ne les ayons pas encore tous découverts. Sur ces 31 extinctions de masse, 5 furent particulièrement brutales, souvent appelées le Big Five. Il s'agit des 5 pires phénomènes d'extinction qu'ait connu la Terre, celle-ci responsable de l'éradication de plus de 50% de toutes les espèces présentes avant l'extinction. Des 5, la plus connue et étudiée est l'extinction Crétacé-Tertiaire, souvent appelée la fin des dinosaures. Cette extinction aurait été déclenchée par une gigantesque météorite ayant percuté la Terre avec une force estimée à plus de 10 milliards de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Ceci mit fin à l'ère des dinosaures non aviens et éradiqua 75% de toutes les espèces présentes à l'époque, incluant les ptérosaures, les ammonites et les mosasaures. Il s'agirait de l'extinction la plus brutale et soudaine, avec la disparition de nombreux groupes en seulement quelques jours. Pour les novices, il s'agit de la pire extinction qu'ait connue notre planète, mais c'est loin d'être le cas. Des 5 extinctions du Big Five, celle-ci fut loin d'être la plus dévastatrice, n'étant même pas sur le podium. Vous pourriez alors vous demander, mais quel genre de catastrophe pourrait être encore plus terrible ? Eh bien, un événement tellement effroyable que la vie mit 5 fois plus de temps pour s'en remettre qu'au Paléogène. Il s'agit de l'extinction Permien-Trias, aussi appelée la Grande Mort. Pour être témoin de cette catastrophe, vous auriez dû faire un gigantesque bond dans le temps il y a approximativement 251,9 millions d'années, soit à la toute fin du Permien. Avant même la Grande Mort, la biodiversité était déjà dans un piteux état. En effet, le monde se remettait à peine d'une autre extinction de masse ayant lieu 10 millions d'années auparavant, l'extinction capitanienne. Bien que mineure, elle eut un impact assez important sur la faune océanique, ceci dû à de rapides fluctuations du niveau des océans. Pour ajouter un peu de piment à tout ça, la Terre était légèrement plus chaude qu'aujourd'hui, avec des températures à l'équateur pouvant atteindre les 75 degrés, soit assez chaud pour cuire un poulet. Et pour finir, la géographie même de la Pangée créa de nombreux écosystèmes particulièrement secs et inhospitaliers. On peut noter la présence de gigantesques chaînes de montagnes qui privèrent donc de nombreuses régions de pluie, créant ainsi de vastes no man's land désertiques. Tout ça pour dire que ça sentait déjà le pâté. Survivre à ce climat était déjà un véritable challenge, donc quand la Grande Mort arriva, le contexte était propice pour une hécatombe à nul autre pareil. Pendant longtemps, les paléontologues étaient conscients qu'un terrible événement eut lieu à la fin du Permien, mais personne n'arriva clairement à en définir les causes. Ainsi, de nombreuses idées furent proposées, incluant un impact météoritique, une tempête solaire ou un climat particulièrement chaotique. Ce ne fut donc qu'assez récemment que les scientifiques arrivèrent à mettre le doigt sur les coupables, les volcans. Or, je ne vous parle pas de quelques explosions et coulées de lave par-ci par-là, mais plutôt d'éruptions absolument gigantesques telles que l'humanité n'en a jamais connues. Les stigmates de ce cataclysme sont encore visibles de nos jours, et ce dans un pays pas vraiment connu pour ses volcans, la Russie. C'est ici que vous pourriez observer les fameux traps de Sibérie, une formation de débris volcaniques recouvrant une zone équivalente à 68% de la surface de l'Europe. Il fut ainsi proposé que ces roches furent les témoins de ce qui causa la pire extinction de tous les temps. L'échelle de ces éruptions était proprement incommensurable, avec des estimations proposant une surface 4 millions de fois supérieure à celle du mont Sainte-Hélène. Au passage, elles auraient largement surclassé le monstre endormi de Yellowstone. Si les traps de Sibérie avaient eu lieu aux States, rien que le volume de lave éjectée aurait recouvert l'entièreté du pays, et ce sous une couche de roches en fusion plus épaisse que 3 tours Eiffel superposées. En vous parlant de méga-volcans, vous pourriez penser au film 2012, avec des explosions dévastantes tout sur leur passage. Mais les traps de Sibérie étaient très différents, probablement assez peu violents au final. En effet, ces éruptions auraient été plutôt calmes, mais perdurèrent dans la durée, avec des volcans crachant du magma encore et encore. Et je ne parle pas de quelques semaines, mois ou années, mais plutôt des centaines de milliers d'années,
peut-être même 1 million d'années. L'estimation la plus récente propose une durée d'au moins 200 000 ans. Lentement mais sûrement, ces éruptions transformèrent notre belle planète en un enfer rouge et noir, un enfer de feu et de cendres. Bien sûr, pour les créatures ayant vécu en Russie, leur fin arriva assez vite, étant potentiellement piégées par des flots de lave longs de centaines de kilomètres. En effet, la Sibérie aurait été une grande île à la fin du Permien, condamnant ainsi tous les animaux prisonniers sur celle-ci. Donc déjà une région de plusieurs millions de kilomètres carrés totalement inhabitable, même pour les bactéries. Étant une éruption principalement effusive, la lave aurait été particulièrement chaude et rapide, avec une température estimée à 1200 degrés, plus chaud qu'un crématorium. Toutefois, les animaux auraient sans doute péri bien avant d'être atteints par la lave, la chaleur seule ayant suffi à brûler tous les végétaux de Sibérie. Ces feux auraient été tellement intenses qu'à eux seuls, ils entraînèrent l'extinction de centaines de genres différents, tels Gigantopteris, une plante iconique du Permien. Le registre fossile indique que la plupart des gorgonopsiens, ainsi que de nombreux autres thérapsides, furent aussi particulièrement impactés. Mais ceci n'était qu'un début, car à mesure que les éruptions continuèrent, leurs effets délétères devinrent mondiaux, avec bientôt aucune région du globe totalement épargnée. Ironiquement, ce n'étaient pas les tonnes et les tonnes de magma expulsés qui créèrent le plus de dégâts, mais plutôt tout ce qui fut rejeté dans l'atmosphère. En effet, ces gigavolcans crachèrent des quantités astronomiques de CO2, de cendres, de soufre, de chlore et tout un tas d'autres particules nocives. Ceci fut estimé à 200 000 gigatonnes de matière, en d'autres termes, plus de 1000 fois la masse du mont Everest. Et tout ceci eut plusieurs effets différents, tous plus dévastateurs les uns que les autres. On peut difficilement imaginer comment la situation aurait pu être pire, et pourtant. Car oui, tout ceci va prendre un tournant assez inattendu aux plus grandes âmes de la biosphère. Voyez-vous, ces gigantesques éruptions eurent lieu au pire endroit possible, juste en dessous d'un gigantesque stock de matière organique fossile. Autrement dit, du charbon. Beaucoup de charbon. Et que se passe-t-il quand on brûle du charbon ? À l'heure actuelle, ce ne fut pas 100% confirmé, mais l'idée serait que le magma infiltra de vastes dépôts de charbon, relâchant toujours plus de CO2 et autres toxines dans l'atmosphère. Un fait intéressant serait que cette extinction n'aurait pas forcément empiré progressivement, permettant aux espèces de s'adapter, mais aurait plutôt eu des hauts et des bas, avec des pics de destruction bien distincts. Durant ces périodes disons plus intenses, la Terre aurait été proprement méconnaissable, transformée en un véritable cimetière. Absolument tous les êtres vivants présents à l'époque auraient subi des conditions de vie inimaginables aujourd'hui. Si vous vous retrouviez transporté à ce moment de l'histoire de la Terre, vous réaliserez bien vite que, 1. Vous allez mourir, et 2. Vous ne pouvez absolument rien faire pour éviter cela. Comme dit plus tôt, le Permien supérieur était une période déjà extrêmement chaude, mais les traps de Sibérie poussèrent la barre encore plus haut. Tous les gaz relâchés dans l'atmosphère générèrent un effet de serre incroyablement puissant, ce qui aurait entraîné une température globale moyenne de 40 degrés. À titre de comparaison, la température globale moyenne actuelle est de 15 degrés. Donc oui, vous n'auriez pas tenu bien longtemps durant la Grande Mort, même bien préparé. À l'heure actuelle, aucune étude ne s'aventurera à estimer la température à l'équateur, mais sachant qu'aujourd'hui la température moyenne à l'équateur est plus ou moins 2 fois supérieure à la moyenne globale, on peut imaginer un véritable barbecue géant. Je vous laisse imaginer ce qui arriverait à l'humanité dans de telles conditions. Par exemple, en 2010, la Russie connut une vague de chaleur très intense, avec un mois de juillet dépassant les 30 degrés en moyenne. Et même si cela ne dura qu'un mois, ceci aurait causé le décès de plus de 50 000 personnes. Un autre exemple est la ville la plus chaude du monde, Dalol, en Éthiopie, qui d'ailleurs n'atteint même pas la moyenne du Permien, avec seulement 35 degrés en moyenne à l'année. Or, malgré de nombreuses tentatives, cette ville, ou plutôt cette ville fantôme, n'a jamais perduré. Ceci tout simplement car à chaque fois que les populations locales tentaient de s'y réinstaller, elles évacuaient assez vite à cause de l'insoutenable chaleur. Donc durant la Grande Mort, il semble peu probable que vous teniez plus de 24 heures. Cette chaleur intense aurait aussi causé des feux de forêt à l'échelle mondiale, et ce seraient d'ailleurs ces feux qui auraient détruit les toutes dernières forêts à charbon ayant péniblement persisté depuis la fin du Carbonifère. La chaleur et les feux de forêt amplifièrent un autre problème du Permien, l'aridification. Ainsi, la majorité des terres émergées se changèrent en milieux désertiques, avec des sources d'eau devenant extrêmement rares.
Certaines études proposèrent que ce fut simplement l'aridité extrême qui élimina la majorité des vertébrés terrestres. Mais la désertification ne fut qu'un des nombreux aspects de la catastrophe. Même ceux ayant échappé au désert durent faire face à tous les gaz et particules toxiques présents dans l'air. Le truc le plus rigolo fut la baisse soudaine du taux d'oxygène à seulement 15%. Or, un taux aussi bas peut être dangereux pour un humain car nous sommes habitués à 21%. Encore une autre manière d'y passer. Mais ceci aurait été encore pire pour les animaux de l'époque, car eux, ils étaient habitués à des taux d'oxygène encore plus hauts que nous, avoisinant même les 30% au Permien supérieur. Et au pire de la catastrophe, les taux auraient même pu descendre en dessous de 15%, signifiant qu'absolument aucun animal n'aurait pu vivre en altitude. Un papier très intéressant propose une carte montrant la distribution des taux d'oxygène estimés à l'époque. Elle permet de voir les zones où la vie animale aurait tout simplement été impossible, en rouge, et les zones où la vie aurait potentiellement pu prospérer, en vert. Vous voyez le problème ? Et si vous réussissiez à éviter de finir en rôti ou étouffé par le manque d'oxygène, vous auriez pu profiter d'une autre petite surprise du Permien, les radiations. Beaucoup de radiations. Car oui, il n'y a pas que les formes de vie qui prirent hyper cher, mais aussi la couche d'ozone. Les volcans relâchèrent des tonnes de gaz halogènes dans l'atmosphère, affaiblissant notre bouclier contre le soleil et entraînant des taux d'ultraviolets bien plus élevés. Oui, vous savez, les rayons qui donnent des coups de soleil parce qu'on a la flemme de se mettre de la crème. Or, à l'époque, vous auriez besoin de seaux entiers de crème solaire pour ne pas cramer. Un papier indique qu'au niveau de l'équateur, les taux d'UV auraient été 400% supérieurs à aujourd'hui. Mais le pire fut au niveau des régions polaires, avec des taux 5000% plus élevés. En gros, une journée à l'extérieur équivaudrait à 4 jours d'affilée dans un caisson à UV. Ces radiations étaient tellement intenses qu'elles laissèrent des preuves fossiles, avec des spores datant de l'époque ayant littéralement muté à cause des radiations. D'ailleurs, il semble que la plupart des plantes auraient été annihilées par ces mutations incontrôlables. Mais la flore n'avait pas juste à craindre les radiations et les feux. À certains moments, les volcans rejetaient tellement de cendres qu'ils bloquaient la photosynthèse, et tellement de soufre qu'ils provoquaient des pluies acides érodant les sols. Après avoir vu tout ça, on peut dire que la vie sur Terre était un poil désagréable, mais les océans ne furent pas épargnés non plus. À vrai dire, la faune marine fut encore plus durement touchée que les animaux terrestres. Pour commencer, l'eau était tellement chaude à cause des éruptions et du climat que l'eau de surface aurait égalé la température d'un jacuzzi. Mais vous aviez aussi certains des mêmes problèmes que sur les continents, tels la raréfaction de l'oxygène, les radiations intenses et l'acidification des océans. D'ailleurs, ce dernier phénomène aurait été encore pire que sur Terre, car les océans absorbent très bien le CO2. Ceci amena une baisse drastique du pH, avec une étude proposant qu'à certains endroits du globe, les océans étaient 32% plus acides qu'aujourd'hui. Avec de tels taux, il a été proposé que ce fut l'acidification des océans qui tua la plupart des animaux marins. Grosso modo, les branchies des poissons auraient brûlé et les petits organismes n'auraient pas pu sécréter de coquilles. Et ceci fut d'autant plus amplifié par les fortes températures. Après vous avoir déjà présenté 5 horribles manières de mourir au Permien, vous pourriez penser que bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais durant la Grande Mort, un autre type de catastrophe naturelle frappa la Terre, celle-ci bien plus brutale que toutes les autres, les hypercyclones. Alors oui, ce genre d'événement est purement hypothétique, car nous n'avons aucune preuve matérielle. Mais si les températures de surface d'un océan atteignent les 50 degrés, il est possible qu'un certain type de cyclone se déclenche. Un cyclone si violent qu'il détruirait absolument tout sur son passage. Ainsi, bien que la température moyenne des océans fût en dessous des 50 degrés, il est possible qu'à certains endroits du globe, notamment à l'équateur, ces monstres aient pu voir le jour. On parle de cyclones dépassant largement tout ce que l'homme a connu en termes de taille et de violence. Certains auraient pu recouvrir à eux seuls la moitié des États-Unis. Et il n'y avait pas que leur taille qui était effrayante, car la vitesse des vents aurait été totalement absurde. Certains calculs proposent des rafales à 800 km/h, assez puissants pour raser des bâtiments en béton armé et emporter n'importe quel arbre ou animal dans les cieux. Les plus gros hypercyclones auraient pu dévaster des continents entiers selon leur trajectoire. Et même si vous avez réussi à lui échapper, un tel cyclone aurait eu assez de puissance pour endommager encore plus la couche d'ozone et créer de gigantesques nuages de sable et de poussière.
Et comme s'ils n'étaient pas déjà assez dangereux de base, les hypercyclones auraient aussi une longue durée de vie, ceci grâce au maintien d'une forte pression atmosphérique en leur centre. Une fois lancés, c'est parti pour plusieurs semaines de fun. Bon, malheureusement, la fête se serait vite arrêtée pour vous, car la puissance des vents vous aurait tué en quelques secondes. Bref, pendant des centaines de milliers d'années, les animaux terrestres suffoquaient et mouraient de soif, les plantes brûlées par le feu et les radiations, et la faune marine était intoxiquée par la pollution et l'acidité. Tout ça pour dire que l'extinction Permien-Trias mérite bien son titre de grande mort. Et quand finalement la poussière tomba, peu de ce qui fut avaient survécu, et les quelques chanceux durent s'accommoder d'un monde à l'agonie. Évidemment, toutes les extinctions majeures furent catastrophiques à leur manière, mais la Grande Mort atteint un niveau de dévastation inégalé. En termes de chiffres, certains révèlent une perte de 96% de tous les êtres vivants de l'époque, soit 10% de plus que la seconde plus dévastatrice, l'Ordovicien supérieur. Bien que ce chiffre soit impressionnant, ce n'est pas le plus important pour les paléontologues. Il s'agit plutôt du nombre de familles ayant disparu, celui-ci estimé à 57%. Alors bien que cela paraisse moins impressionnant que les 96% d'espèces anéanties, il est important de noter que la seconde pire extinction causait la perte de 86% des espèces, mais seulement 27% des familles. Donc d'un certain point de vue, la Grande Mort fut 2 fois pire que la seconde pire extinction de tous les temps. Et si on la compare avec l'extinction des dinosaures, cela devient encore plus flagrant car celle-ci ne causa l'extinction que de 17% des familles. Avec plus de la moitié des familles anéanties, il n'est pas étonnant que de nombreuses figures iconiques du Paléozoïque aient disparu. Sur Terre, tous les Gorgonopsiens, Meganizoptères, Veigetisauridés et Pareiasauromorpha périrent, ainsi que de nombreuses familles de Temnospondyles et de Thérapsides. Mais dans les océans, ce fut encore pire, avec l'extinction de tous les blastoïdes et acanthodiens, souvent appelés requins épineux. Et le plus triste selon moi fut la fin du règne des scorpions de mer et des trilobites, ces 2 groupes étant probablement les figures les plus iconiques du Paléozoïque. Auparavant, ils avaient même survécu à 2 extinctions majeures, celle de l'Ordovicien supérieur et du Dévonien supérieur, ainsi que de nombreuses extinctions mineures. Les trilobites notamment auraient comporté au moins 22 000 espèces différentes au cours du Paléozoïque, faisant d'eux le groupe d'animaux éteints le plus diversifié connu. Mais bien que l'extinction d'une famille reste la pire chose qui puisse lui arriver, cela ne veut pas dire que les survivants s'en tirèrent à bon compte. En effet, chaque taxon sur Terre vit sa diversité grandement diminuée. Autrement dit, absolument personne ne fut épargné, même les plus coriaces, même les plus résilients. Pour certains, les dégâts provoqués étaient tellement importants que même s'ils réchappèrent à la Grande Mort, ils finirent par s'éteindre peu de temps après. On peut noter le cas des Achinognathidae, l'une des familles de synapsides les plus prospères du Permien supérieur. Ceux-ci, tout comme quelques autres, ont réussi à survivre au gros de la catastrophe, mais ils étaient réduits qu'à une poignée de genres, ayant perdu la majorité de leur diversité. Ainsi, bien qu'ils aient résisté encore 3-4 millions d'années, ils ne se remirent jamais de ce cataclysme et s'éteignirent en silence. D'ailleurs, les paléontologues estiment que si cette extinction n'avait pas eu lieu, ils auraient dominé la Terre pendant de nombreux millions d'années. Ironiquement, bien que cet événement fût légèrement ennuyeux, quelques très rares animaux surent profiter de l'occasion, tels que le fameux Lystrosaurus, un petit dicynodonte qui pourtant ne paye pas de mine. Comme beaucoup, les dicynodontes furent quasiment exterminés, mais cet animal réussit à passer outre les mailles du filet, notamment grâce à sa faculté à creuser et possiblement hiberner, ces 2 traits les ayant protégés du gros de la catastrophe. Quand le chaos climatique s'arrêta, presque tous ses concurrents et prédateurs avaient disparu, ce qui lui permit de se remettre assez vite. Ainsi, en un laps de temps assez court, les Lystrosaurus devinrent les animaux les plus communs à l'aube du Trias. Le registre fossile indique même qu'à certains moments, ces animaux auraient représenté 95% de tous les vertébrés terrestres, un exploit que jamais aucun autre animal n'a accompli. Ce petit gars fut en quelque sorte le vertébré le plus prospère de tous les temps. Néanmoins, la vie sur la Pangée n'avait rien d'une partie de plaisir, car la Grande Mort laissa la Terre en piteux état, et notre planète resta toujours horriblement chaude et aride pendant des millions d'années. Il a même été proposé que de petites extinctions distinctes eurent lieu au début du Trias. Pour résumer, la destruction et le carnage causés par l'extinction Permien-Trias fut sans aucune mesure pour la vie sur Terre.
il fallut presque 50 millions d'années pour que la biodiversité atteigne un niveau proche du Permien, soit l'entièreté du Trias. Manque de bol, une autre extinction majeure eut lieu à la fin de cette période, mais ceci est une autre histoire. Néanmoins, malgré toutes ces catastrophes, la vie finit toujours par triompher. Ainsi, à la fin du Trias, la Terre vit se développer un certain groupe de reptiles, et la Grande Mort n'était plus qu'un lointain souvenir. Merci de votre attention, et rendez-vous en 2026 pour de nombreux nouveaux projets. D'ailleurs,